laissera le temps à tous les autres de se connecter. Nous sommes ravis de vous accueillir tous pour ce rendez-vous que nous avons préparé avec Nathalie et le professeur Fabrice Vernat. Le thème proposé aujourd'hui pour notre CAFCONF Promesse est « Comment et pourquoi diminuer les antipsychotiques dans le traitement de la schizophrénie ?» C'est une question majeure. Cette formule peut paraître un peu provocante, mais en fait, il ne s'agit pas d'engager un débat clivant entre les pros et les anti-traitements psychotiques, mais plutôt de se réinterroger sur la prescription médicale. Cela vaut d'ailleurs cette interrogation pour tous les autres champs de la médecine, puisque l'impact et les effets secondaires de certains médicaments sont assez lourds. Et cette réflexion a déjà été engagée depuis longtemps, par exemple, dans la gériatrie. Donc, pourquoi ne pas se la poser pour le sujet qui nous intéresse, qui est le traitement de la schizophrénie? Derrière cette question se posent également d'autres interrogations, et c'est pour ça que c'est un sujet majeur. Il y a l'interrogation du diagnostic. S'il y a de multiples syndromes de schizophrénie avec un S, par là même, n'y a-t-il pas de multiples traitements à adapter? Quel est le rapport bénéfice-risque en faveur du maintien d'un traitement lourd? Et dans les cas où c'est possible, comment mettre en place une décroissance progressive? Nous allons aborder la question avec le professeur Fabrice Vernat, qui est avec nous pour ce CAFCONF. Professeur Vernat, vous êtes professeur de psychiatrie à l'Université de Strasbourg et chef du service de psychiatrie 1 au CHU de Strasbourg au Centre expert schizophrénie. Vous êtes également chercheur à l'INSERM U1114 en neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie. Vous êtes vice-président du Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, le CUMIC, et responsable du centre expert schizophrénie fondamentale de Strasbourg. Par ailleurs, coordinateur au niveau national des centres experts schizophrénie. En préparant ce CAFCONF, vous nous aviez indiqué avoir été interpellé par les travaux du psychiatre britannique Mark Horowitz sur la déprescription. Et vous pensez que c'est un sujet encore insuffisamment traité en France. Vous avez aussi été interpellé par l'école allemande WKL, qui classifie en 35 différentes formes les psychoses endogènes, à opposer à la simple dichotomie, je dirais, plus classique à laquelle nous sommes souvent habitués, schizophrénie, bipolarité. Vous vous êtes engagé sur le sujet de la décroissance des prescriptions en tant que responsable de l'étude DREAMS-FEN pour la réduction des antipsychotiques. Voilà, donc au-delà de toutes ces énumérations impressionnantes, nous avons compris, Nathalie et moi, en préparant ce CAFCONF, que votre engagement fait écho à une véritable philosophie personnelle, minimaliste de la consommation, et va dans le sens d'une démarche responsable du juste ce qu'il faut, et juste ce qu'il faut, y compris dans la consommation des médicaments. Un immense merci pour votre présence aujourd'hui. Nathalie a reçu toutes les questions que vous avez tous préalablement, enfin ceux qui l'avaient souhaité préalablement adresser à Promesse, et elle sera le porte-parole des questions qui nous parviendront au fil de l'eau. Je voudrais juste, avant que le professeur commence, préciser qu'effectivement, nous avons reçu un grand nombre de questions. On les a traitées par grands thèmes et je pense qu'on fera un point après, mais je pense que le professeur va répondre à la plupart des questions. Par contre, nous avons choisi de ne pas aborder les sujets des traitements et des cas particuliers. Des traitements, oui, mais pas des cas particuliers. On ne peut pas traiter tous les cas, toutes les informations et répondre à toutes les questions précises et traitant qui vous concernent directement lors de ce CAFCONF. Au pire, on pourra, enfin pas au pire, mais on pourra éventuellement revoir une autre fois s'il y a d'autres conversations à reprendre. Professeur, je crois qu'on va vous laisser la parole. Bien, merci à vous, Madame Delajarte et Madame Ménel, de m'avoir invité. Merci à l'association Promesse d'avoir choisi ce sujet. C'est un sujet avec un titre effectivement volontairement provocateur. Je vais mettre ma présentation en plein écran. Voici. Vous me confirmez que vous voyez bien?
Oui. OK. Donc, j'ai choisi d'intituler cette conférence « Comment et pourquoi diminuer les antipsychotiques dans la schizophrénie ?» et je dois avouer effectivement que c'est un titre un peu provocateur qui a pour but plutôt de faire réfléchir. Et j'imagine bien qu'à la lecture de ce titre, plusieurs d'entre vous se sont dit « Mais qu'est-ce qui lui est passé dans la tête de ce psychiatre? Pourquoi aborder un sujet comme ça ?» On sait bien les ravages que font les arrêts de traitement chez certains patients, les décompensations que les psychiatres observent eux-mêmes. Et donc, pourquoi aborder un sujet aussi polémique dans cette conférence? D'emblée, j'aimerais dire, puisque c'est une des inquiétudes qui a émergé dans les questions qui m'ont déjà été remontées, vous allez voir que l'approche et la réflexion que je mène ici est absolument pas pour dire que des prescriptions est à recommander pour tout le monde dans toutes les schizophrénies, etc. Et donc une position qui sera anti-médicaments, certainement pas. Donc, ce n'est absolument pas le propos que je vais tenir. Ce que j'aimerais juste évoquer dans cette conférence, et vous allez l'entendre, c'est comment on peut peut-être reconsidérer cette question de la déprescription, quels sont les travaux qui nous amènent à devoir la reconsidérer, et également comment entendre cette demande qui est quand même très récurrente de nos patients qui disent « Docteur, ce médicament, je le prends depuis longtemps, est-ce qu'il est encore vraiment utile ? Il a des effets secondaires, il me fatigue, est-ce que réellement je dois le garder tout le temps ?» Et face à cette question, les psychiatres sont souvent embarrassés, et c'est de ces sujets-là très concrets qui font référence à la pratique quotidienne des psychiatres que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, je parlais en introduction de la demande des patients. Effectivement, beaucoup de nos patients nous demandent, après avoir été stabilisés par un traitement, s'il n'existe pas une façon soit d'arrêter les médicaments, soit éventuellement de les réduire. Et ils ne font pas que nous en parler, certains même écrivent des ouvrages décrivant comment ils ont pu se sevrer de certains psychotropes. Le dernier ouvrage dont j'ai entendu parler dernièrement, mais que je n'ai pas eu encore la possibilité de lire, c'est « La couleur des neuroleptiques », qui décrit également cette expérience d'un sevrage aux antipsychotiques. Et donc, c'est une question qui revient de plus en plus, et une question qui a même, dans certains pays, pu aboutir à ce que des décisions politiques soient menées. C'est l'exemple en Norvège, où des associations de patients ont mené des actions de lobbying conduisant à ce que le ministre de la Santé de l'époque demande à ce que dans les établissements psychiatriques puissent exister des unités sans médicaments, ou du moins des unités qui prennent en compte cette demande de réduire, voire d'arrêter les médicaments. Et je vous cite là un article qui décrit la perspective en première personne par les personnes concernées de cette possibilité de choix de réduire les médicaments. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une situation qui pourrait évoluer de façon similaire en France, et raison pour laquelle nous devons reconsidérer cette question. Bien évidemment, derrière cette demande des patients, il y a beaucoup d'appréhension du côté des familles, beaucoup d'appréhension aussi du côté des psychiatres. Et je veux dire que cette question-là, elle met en tension en fait deux éléments qui peuvent paraître opposés du débat. D'un côté, du côté des personnes concernées, le respect de leur choix, qui est de plus en plus promu par l'approche du rétablissement, où on met en avant la possibilité de l'autodétermination et l'importance de l'autodétermination. Et puis, les patients qui demandent aussi à ce qu'on puisse réduire les effets secondaires de leur traitement, puisqu'on le sait bien, et les psychiatres en sont désolés eux-mêmes, en fait, s'ils pouvaient prescrire des antipsychotiques qui avaient que les effets souhaités sur les symptômes gênants de la maladie sans les effets secondaires, ils seraient les premiers à vouloir choisir ce type de molécule-là, mais ce n'est pas le cas. Et donc, voilà, c'est d'un côté cette nécessité donc, de prendre en compte le choix des patients et ce courant de plus en plus actif du rétablissement avec la valeur de l'autodétermination comme élément central. Et de l'autre, du côté des psychiatres et des familles, ce souhait d'aider le proche ou d'aider le patient. De l'aider, ça veut dire d'éviter des conséquences qui pourraient être très délicates et difficiles pour lui, notamment les rechutes de la maladie ou les réhospitalisations. Et puis, ce sentiment de responsabilité professionnelle quand on est psychiatre, ou de responsabilité parentale en tant que parent, qui vise à se dire, bon, est-ce que la décision de notre proche est la mieux réfléchie, la plus sécure, et comment je me positionne moi-même quand j'ai l'impression que potentiellement il y a une prise de risque dans ce choix.
Et cette tension éthique que j'évoque, elle a aussi été assez admirablement résumée dans cet article que je vous cite en dessous, qui montre toutes les difficultés qui ont pu exister à l'émergence de ces unités de déprescription en Norvège du côté des professionnels de santé. Alors, j'ai voulu résumer peut-être cette tension éthique sur deux situations, sur la rencontre de deux positions. D'un côté, la personne concernée qui peut soit ne pas souhaiter la déprescription, soit souhaiter une déprescription, et de l'autre, le psychiatre qui peut considérer que cette déprescription est soit déconseillée chez ce patient, soit éventuellement possible. Par déprescription, j'entends la réduction des médicaments qui peut aller éventuellement jusqu'à l'arrêt, mais pas forcément. En tout cas, un essai d'optimisation par la réduction des traitements. Alors, on a donc 4 cas de figure qui se présentent. Une première qui, je dirais, est la plus simple, c'est lorsque la personne concernée ne souhaite pas spécialement une déprescription, elle se sent bien protégée par son traitement, elle n'a pas trop d'effets secondaires et le psychiatre considère que la déprescription pourrait consister en une prise de risque inutile. Dans ces cas-là, je dirais la situation est assez simple, les deux sont d'accord pour maintenir le traitement. Autre situation plutôt idéale aussi, le patient souhaite la déprescription et l'analyse de sa situation particulière montre que peut-être ça pourrait être effectivement possible, et en tout cas qu'on pourrait l'envisager de façon très progressive, comme je vais le montrer tout à l'heure. Situation idéale où les deux parties peuvent collaborer de façon fructueuse. Situation que je rencontre, qui n'est pas si rare, que j'ai rencontré moi-même et que rencontrent aussi tous ceux qui s'intéressent à la déprescription, c'est des situations dans lesquelles le psychiatre pense qu'on pourrait envisager une réduction du traitement, on pourrait envisager une déprescription au vu de certains paramètres cliniques, mais le patient ne la souhaite pas. Pourquoi ? Parce que peut-être il a gardé un souvenir très angoissant des précédents épisodes, il se sent bien sécurisé par le traitement, et dans ces cas-là, la situation semble relativement simple aussi, c'est le choix du patient qui prime. Si lui se sent en sécurité comme ça, eh bien, on maintient le traitement. Mais bien évidemment, la situation qui pose le plus problème, c'est celle-ci. C'est quand le patient souhaite une déprescription et que le psychiatre estime, on verra à tort ou à raison, qu'elle est déconseillée. Vous avez obtenu ce lien via l'association Promesse, donc vous êtes tous assez familiers des approches motivationnelles et vous avez tous entendu parler du livre du Dr Amador, je crois dont on parle beaucoup dans les groupes pro-famille. J'irai dans un cas comme ça, quand le patient souhaite arrêter le médicament alors que ça apparaît déconseillé, eh bien plusieurs cas de figure. Soit le patient se dit « j'en ai assez, c'est trop pour moi » et il arrête brutalement son traitement, parfois en parlant à son psychiatre, mais parfois en ne le disant pas. Je dirais ça, c'est la situation vraiment la pire dans laquelle, malheureusement, et on le verra tout à l'heure, cet arrêt brutal peut conduire à non seulement un effet de sevrage, mais en plus possiblement une rechute de la maladie. Deuxième situation qui permet d'éviter cet arrêt brutal, c'est l'approche motivationnelle, dans laquelle on va essayer de discuter un petit peu des pour et des contre cette déprescription et peut-être permettre aux patients de comprendre qu'il y a plus de bénéfices à maintenir le traitement. Un compromis pouvant être d'aller vers une négociation qui va être vers une réduction de la dose, voire un changement de traitement vers un traitement qui serait mieux toléré, donc avec moins d'effets secondaires, mais cette même protection du traitement. Ça, c'est encore la situation idéale qui est, je pense, assez régulièrement pratiquée par les psychiatres. Une autre à laquelle j'ai été assez régulièrement confronté, c'est de fait de mon intérêt pour cette question de déprescription, des patients qui me contactent pour envisager un arrêt du traitement et chez qui je dis, écoutez, on pourrait peut-être considérer cette réduction, mais elle me semble aujourd'hui peut-être pas adéquate pour un certain nombre de facteurs, par exemple parce que le dernier épisode est encore très récent, ou parce qu'il y a encore une prise de toxique, par exemple. Et donc je dis, on peut, je ne suis pas fermé à l'idée de pouvoir considérer cette question, mais peut-être qu'il faut créer des conditions plus sécures pour pouvoir accompagner cette déprescription. Et donc dans ces cas-là, on diffère un peu, mais en disant qu'on répond quand même à la demande une fois que certains paramètres de risque sont pris en compte. Et puis, dans le dernier cas de figure, c'est quand même comment accompagner la réduction ou le sevrage que demande le patient, même quand on hésite et qu'on considère que ce n'est pas forcément conseillé, mais au moins en réduisant les risques, ça veut dire en évitant à tout prix l'arrêt brutal du médicament, qui est, à mon sens, la condition la pire dans laquelle on augmente de façon massive les risques de rechute. Alors, je vais entrer maintenant un peu plus dans le détail de cet accompagnement d'une réduction.
Alors, peut-être au préalable, se dire, mais pour qui on peut considérer que la déprescription pourrait être possible, puisque je disais ici, cette déprescription, elle pourrait être possible, et en vous disant aussi que cet avis-là peut être assez différent selon les psychiatres. Donc, pour qui, éventuellement, on pourrait considérer que ce traitement est possible? Quelques éléments de littérature. Déjà, on sait que quand on se positionne, donc cette diapo-là concerne les troubles psychotiques à différents temps de la maladie. Donc, d'abord, concernant le premier épisode, plusieurs études montrent que les patients qui ont atteint une rémission après un premier épisode, eh bien, 40%, au minimum 40% d'entre eux pourraient être tout à fait stables de façon durable, sans antipsychotiques ou éventuellement avec de très faibles doses, éventuellement même utilisées de façon ponctuelle. Donc, et on sait même que les recommandations après un premier épisode psychotique sont de garder le médicament pendant 1 an ou 2 ans et ensuite de tenter l'arrêt. Donc, ce n'est pas un sujet tabou, en tout cas, au niveau du premier épisode. Ensuite, les études qui sont intéressées au niveau international sur la déprescription ont globalement inclus des patients qui étaient des patients stabilisés, plutôt après un premier épisode, mais pas uniquement. Certaines études ont aussi inclus des patients avec plusieurs épisodes. Donc, ça veut dire qu'on peut proposer à des patients qui répondaient à ces critères de stabilisation clinique cette stratégie de la déprescription. Ce n'est pas juste une lubie qui émerge là juste dans ma conférence. Et puis ensuite, quand on se place à l'autre extrémité de la maladie, pour des patients qui ont été suivis pendant un temps très long, donc 20 à 25 ans après leur diagnostic, certaines études longitudinales sur le très long cours montrent qu'un certain nombre de patients ne prennent plus de traitement. 50% dans l'étude du Vermont ne prenaient plus de traitement, soit parce qu'ils n'étaient pas très observants de leur traitement, soit parce que le traitement n'était même plus prescrit par le psychiatre. Et pour les autres, qui prenaient encore un traitement, eh bien, certains étaient même dans une stratégie de traitement intermittent, ça veut dire prenez le traitement quand ça n'allait pas très bien, et puis par moment, le réduisez, voire l'arrêtez. Donc, des études qui nous montrent que ce n'est pas non plus complètement rare d'être face à cette situation. Alors, ensuite, je vais vous partager un peu mes convictions, qui sont, je l'assume, des convictions. Ce ne sont pas encore des choses que nous avons prouvées de façon scientifique, mais notre hypothèse aussi, c'est que la schizophrénie n'est pas égale et qu'il y a au sein de ce groupe qu'on appelle les schizophrénies, eh bien, des sous-formes différentes, certaines avec un profil d'évolution peut-être beaucoup plus favorable que les autres. Cette idée-là, elle ne sort pas de nulle part, elle sort d'une classification des psychoses qui a été construite par l'école allemande WKL, donc Wernicke, Claes, Leonard. C'est 3 auteurs, donc Karl Wernicke, Karl Claes et Karl Leonard, qui ont suivi des patients sur le très long cours, observé de façon très minutieuse l'évolution clinique de ces schizophrénies et leur présentation clinique, et qui ont proposé un modèle de classification qui est aujourd'hui pas vraiment validé, on doit dire, mais qui dont certains travaux essaient de valider la pertinence, notamment des publications encore très récentes qui sont venues d'équipes espagnoles. Et sans entrer dans le détail de cette classification qui identifie 35 sous-formes de psychoses différentes, j'aimerais juste mettre un focus sur une entité qui nous semble particulièrement intéressante, qu'on appelle les psychocycloïdes. Les psychocycloïdes, ce sont des sortes de bouffées délirantes à répétition avec une sorte de guérison complète après les épisodes. Et vous voyez que sur ce graphique, elles représentent à peu près 20 à 25% des psychoses, enfin des épisodes psychotiques que l'on voit arriver aux urgences ou dans les hospitalisations, et parfois même qui ne sont pas hospitalisés. Et ce travail ne vient même pas de l'école WKL, elle vient d'une autre école suisse qui avait déjà démontré, avec cette étude de Ciompi, des profils évolutifs très très différents regroupés sur le nom de schizophrénie. Pour vous, quelques chiffres pour vous convaincre de l'intérêt un peu de repérer ces psychocycloïdes. Eh bien, les psychocycloïdes, vous les voyez sur la colonne de gauche, PC, eh bien, cette étude-là, a suivi des patients après un premier épisode psychotique sur 13 ans. Elle différencie des patients avec une psychocycloïde d'un côté et je vais essayer d'avoir mon marqueur, peut-être. Je suis pas sûr de l'avoir. Tant pis. Donc, sur la colonne de gauche, les psychocycloïdes, sur l'autre colonne, les psychoses non cycloïdes. Ce que l'on voit, c'est qu'au bout de 13 ans, quand on mesure les symptômes cliniques de ces patients, eh bien, on voit que les patients avec psychocycloïdes n'ont quasiment plus de symptômes psychotiques. Le score de PANSS à 31 est en fait un score à considérer, pour lequel il faut considérer que le score minimal est à 30. Donc, vous voyez que c'est quasiment plus aucun symptôme psychotique comparé aux autres qui ont des symptômes psychotiques 2 fois plus élevés en gros.
Les patients avec psychocycloïdes, 3/4 travaillent en milieu ordinaire, contre 20% seulement pour des schizophrénies qui ne sont pas des psychocycloïdes. Chez les psychocycloïdes, la moitié sont en couple et c'est similaire au taux de personnes qui sont en couple dans la population contrôle de même âge et de même sexe, contre 13% seulement dans le groupe non psychocycloïde. Et enfin, quand on considère simplement les traitements, eh bien, on voit que 20% des patients avec psychocycloïdes n'ont plus de traitement antipsychotique et ont surtout des doses qui sont très très faibles, 3 fois plus faibles que les doses prescrites dans le groupe des non psychocycloïdes. Donc, ces éléments pour vous dire qu'on peut, après un premier épisode, et en repérant cette sous-forme, identifier des sous-formes avec un plutôt bon pronostic évolutif, chez lesquelles on peut se permettre de réduire le traitement, comparé à d'autres formes de schizophrénie. Alors, maintenant, pour vous répondre sous l'angle, quels sont les patients qu'on peut inclure dans l'étude DREAMsPHEN? Eh bien, le critère qu'on a mis sont des patients qui ont une stabilité clinique, donc qui sont au moins à 6 mois du dernier épisode, mais surtout, notre critère sera des symptômes positifs résiduels de faible intensité. Donc, ça veut dire des patients qui n'ont quasiment plus de délire, plus d'hallucinations et plus de symptômes de désorganisation manifeste. Pourquoi? Parce que ce sont principalement ces symptômes-là qui répondent le mieux au traitement antipsychotique. Ça, c'est des données qui sont maintenant très robustes. À l'inverse, les symptômes négatifs, bien sûr, peuvent être parfois améliorés par les antipsychotiques, mais sont aussi des symptômes qui peuvent être générés par la prise d'antipsychotiques. Et donc, on n'a pas mis de critères d'inclusion sur ces symptômes négatifs parce qu'on s'attend à ce que la réduction du médicament puisse améliorer favorablement ces symptômes. Ensuite, dans cette étude, eh bien, on demande qu'un proche identifié par le patient soit bien présent et puisse accompagner le patient dans cette démarche. Bien sûr que le patient soit suivi par un psychiatre et puis que le patient prenne un traitement oral. Ça, c'est plus pour des contraintes méthodologiques parce que les réductions sont en réalité plus sécures même d'un point de vue avec des traitements injectables. Mais si vous y a des questions, je pourrais répondre à ça un peu plus tard. Ça, c'est pour vous dire aussi que donc ce graphe qui paraît un petit peu illisible, la façon de l'analyser est le suivant. Quand vous regardez en bas du tableau sous la première ligne, dans la colonne qui est marquée passé, vous voyez en jaune les recommandations qui, dans le passé, évoquaient la possibilité d'une réduction du traitement chez les patients après un trouble psychotique. Et vous voyez que assez peu de recommandations parlaient de cette stratégie chez les patients. Depuis les recommandations plus récentes, depuis 2012, eh bien, vous voyez que les items en jaune sont beaucoup plus fréquents. Ça veut dire que les recommandations au niveau international dans différentes équipes de différents pays, eh bien, de plus en plus commencent à dire oui, ça peut être une option à considérer et même parfois recommandent des délais au bout desquels cette stratégie peut être recommandée. Donc, tout ça pour vous dire aussi que les mentalités évoluent et qu'on n'est plus forcément dans une stratégie où le maintien du traitement au long cours à la même dose est la stratégie recommandée pour tout le monde. Ça, c'est pour vous dire aussi que beaucoup d'équipes dans le monde s'intéressent à cette déprescription, beaucoup en Europe, mais pas uniquement, en Asie également, en Australie. Et donc, c'est un sujet qui augmente dans l'intérêt de la communauté scientifique et des psychiatres. Alors, pourquoi une telle évolution finalement de ces mentalités ? Je pense que assez peu de personnes, assez peu de psychiatres remettent en cause l'intérêt des antipsychotiques dans l'épisode aigu. Ça, je pense que voilà, on n'a pas trouvé de molécules plus efficaces que ça, et c'est quand même ce qui permet plus rapidement de sortir les patients d'épisodes aigus qui peuvent être très angoissants et très inquiétants pour eux et pour les proches. Par contre, la question émerge parce que la question de la balance bénéfice-risque à long terme des traitements, en particulier pour des patients qui sont bien stabilisés, eh bien, pose question. Pourquoi? Parce que les patients se plaignent bien sûr d'effets secondaires de leurs médicaments, des effets secondaires notamment en termes de fatigue, de sédation, de manque de motivation, parce qu'on sait aussi que ces médicaments entraînent des conséquences métaboliques et cardiovasculaires, parce qu'on n'est pas tout à fait certain de l'effet protecteur sur la mortalité. Certaines études disent le maintien des antipsychotiques est un bon facteur de protection contre un risque de mortalité, mais on sait en même temps que les maladies métaboliques et cardiovasculaires entraînent une morbimortalité plus importante chez les patients sous traitement. Et puis, il y a quelques études encore qui, dans le passé et encore récemment, posent la question d'une éventuelle atrophie cérébrale qui pourrait être induite par une exposition prolongée aux antipsychotiques. Donc, juste pour dire qu'il y a un certain nombre d'éléments
qui remettent au niveau du débat cette question du maintien de la balance bénéfice-risque favorable, est-ce qu'elle est réellement favorable dans le maintien du traitement à long terme. Alors ça, c'est pour vous dire aussi quels sont maintenant les bénéfices quand on essaie de réduire un traitement. Les bénéfices, eh bien, ils ont été constatés cette fois dans la colonne réduction. Vous voyez que quand on réduit simplement la dose à une dose minimale efficace, eh bien, on améliore de façon significative les symptômes négatifs, donc ça veut dire le manque de motivation, la fatigue, etc. On réduit les symptômes moteurs induits par les traitements antipsychotiques, notamment les tremblements par exemple, et on améliore la cognition, ça veut dire les capacités de concentration ou d'attention eh bien, sont meilleures. Et lorsqu'on arrête le traitement, mais là le risque est plus important, eh bien, on a aussi des effets bénéfiques qui sont constatés. Alors maintenant, quels sont les risques liés à l'arrêt? Bien sûr, cette réduction ne se fait pas sans risque. Je ne suis pas en train de vous dire que cette stratégie-là ne nécessite pas des précautions. Et donc là, vous voyez sur ce graphe la courbe foncée qui montre le risque de rechute quand on arrête un traitement en fonction du délai, en mois, ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc on voit que ce risque est nettement plus élevé quand on pratique la stratégie de discontinuation, ça veut dire décroissance du traitement jusqu'à l'arrêt. Sauf que quand on regarde un peu plus dans le détail de cette méta-analyse, eh bien on voit que le risque est surtout augmenté pour la rechute, mais la rechute, ça peut être parfois simplement une augmentation transitoire de symptômes sans conséquences particulières pour le patient. J'avais par exemple hier une de mes patientes que j'accompagne dans une réduction de traitement qui me disait « Oui, j'ai eu comme ça pendant quelques jours de nouveau des idées un peu bizarres qui sont remontées, mais finalement au bout de 2-3 jours ça s'est arrêté tout seul et j'ai augmenté très transitoirement mon traitement, mais même sans ça mes symptômes s'étaient réduits et finalement je préfère rester avec une dose faible parce que j'ai retrouvé ma motivation, j'ai un peu plus d'entrain pour aller travailler et donc je préfère encore cette situation-là où j'ai parfois des petits symptômes qui reviennent une fois tous les 2 mois plutôt que de garder un traitement à dose plus forte. » Donc ça, c'est le risque sur les rechutes, et donc à mon sens, qui est vraiment à ne pas confondre avec une rechute telle qu'on peut s'imaginer, qui serait une rechute avec une flambée de nouveau des symptômes qui conduit à une réhospitalisation. Parce qu'effectivement, quand on regarde en détail, eh bien, cette méta-analyse montre un risque plus important de réhospitalisation, mais qui n'est pas statistiquement significatif. Ça veut dire que ce risque de réhospitalisation, pour l'instant, on n'a pas la démonstration statistique qu'il est réellement augmenté dans cette stratégie de décroissance. Mais un autre élément qui me semble important, c'est que le risque de rechute, il est surtout lié à la vitesse d'arrêt du traitement. Ici, vous voyez, en cas d'arrêt abrupt du traitement, eh bien, le taux de rechute est très élevé, et plus vous étendez la durée de la décroissance, eh bien, plus vous réduisez ce risque de rechute. Je tiens à préciser que 10 semaines, c'est encore une stratégie qui est très, très rapide. Nous, on proposera une stratégie qui s'étale sur 2 ans. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes échelles de temps. Et donc, faire une stratégie progressive permet de réduire ce risque. Et l'inconvénient aussi, c'est que ces stratégies que vous voyez ici sur ce graphe, où on arrête l'antipsychotique de façon assez rapide, 10 semaines, je le répète, c'est très rapide, et bien tend à confondre finalement rechute, donc ça veut dire la réémergence de symptômes liés à la maladie, avec le sevrage qui est des symptômes produits simplement par le fait qu'on arrête brutalement un médicament. Et donc, comment expliquer ces symptômes de sevrage? Par cette diapositive suivante, qui montre très bien que la physiopathologie que l'on connaît dans la schizophrénie s'explique par une augmentation de la transmission dopaminergique présynaptique. Donc, ça veut dire, c'est en haut de ce graphe, vous avez les synapses qui relarguent trop de dopamine et qui vont exciter donc le neurone en post-synaptique. Nos médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont bloquer ces récepteurs au niveau du neurone pour éviter que le neurone soit trop excité. Sauf que le neurone ne reste pas inactif et va, en réponse à ce blocage, sécréter des nouveaux récepteurs qui vont pouvoir recevoir la dopamine, mais qui vont être aussi couverts par la prise d'antipsychotiques. Donc, on limite comme ça cet impact de l'hyperdopaminergie et on peut avoir un effet protecteur. Sauf que si on arrête brutalement les antipsychotiques, eh bien, on n'a pas du tout diminué l'hypertransmission, la transmission augmentée de dopamine, donc celle-ci reste toujours active, mais en plus, vous avez un nombre de récepteurs qui est encore plus important maintenant au niveau des neurones et qui va induire une activité dopaminergique très anormalement augmentée. Et ça, donc, est vraiment un effet qui est lié à la façon dont le neurone se défend pour, je dirais, éviter les antipsychotiques.
Et donc, tout ça, ça donne ce qu'on appelle le syndrome de psychose d'hypersensibilité à la dopamine, qui a été décrit déjà dans les années 80. Donc, vous voyez que ce n'est pas des travaux qui sont récents, c'est des très anciens travaux, et qui montrent que même chez des personnes qui n'ont pas de schizophrénie et qu'on met sous des traitements antipsychotiques, et chez qui on arrête brutalement ces traitements, on le sait par exemple dans les TOC, dans lesquels on peut mettre ce type de traitement, mais aussi pour les patients qui prennent des neuroleptiques cachés, comme les médicaments pour le mal des transports par exemple, eh bien, vont avoir ce type de manifestation. Il y a d'autres manifestations qui vont arriver aussi, des manifestations digestives. Souvent, les patients se plaignent de nausées, de vomissements ou très, très fréquemment aussi d'une agitation, de troubles du sommeil qui potentiellement eh bien, vont pouvoir aussi eux-mêmes induire une résurgence de symptômes. Donc, voici un peu quels sont les symptômes les plus fréquemment rapportés. Bien sûr, les patients qui arrêtent brutalement les traitements souvent vous disent « mais docteur, ça va beaucoup mieux, je me sens moins fatigué depuis l'arrêt du traitement ». Oui, souvent, c'est ce qui peut être constaté en début de traitement, mais ensuite vont apparaître des effets sur l'insomnie, l'anxiété, la tension et potentiellement, avec le temps, des symptômes psychotiques aussi, liés à la fois à l'effet de sevrage et possiblement aussi à l'effet de rechute qui va être galvanisé par l'effet de sevrage. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est comment faire? Comment déprescrire en réduisant les risques? Alors, pour ça, certains d'entre vous ont déjà visionné cette vidéo. Sinon, pour ceux qui ne la connaissent pas, je décris un petit peu la méthode dans cette vidéo que vous pouvez visionner sur YouTube. Il y a une autre vidéo que vous pouvez consulter où j'aborde le problème de façon un peu différente. Et un autre de mes collègues, le docteur Montastruc de Toulouse, aborde la question au niveau des antidépresseurs. Mais j'aimerais maintenant vous recentrer sur les travaux de Mark Horowitz, qui est ce psychiatre londonien qui a beaucoup inspiré mes recherches, qui montre qu'en fait, quand on instaure un médicament antipsychotique, l'impact de ce traitement sur le blocage des récepteurs dopaminergiques, que j'ai montré dans les diapos précédentes, eh bien, ne se fait pas de façon linéaire. Ça veut dire qu'avec des très faibles doses au début, on a un effet très fort de blocage sur les récepteurs dopaminergiques qui va être moins fort quand on augmente les doses un peu plus. Par exemple, pour l'halopéridol, vous voyez qu'entre 3 et 4 mg, il y a peu d'impact sur la saturation des récepteurs. Pourtant, c'est le même écart de milligrammes entre 0 et 1. Et entre 0 et 1, on passe de 0 à 58%, et entre 3 et 4, on passe de 78 à 80. Donc, c'est une différence qui est très, très faible selon la dose que l'on prend déjà. Et ça a des conséquences. Ça veut dire que si on veut déprescrire, il ne faut pas utiliser le schéma que l'on a tendance à utiliser de façon intuitive, où on baisse, mettons, de façon un peu linéaire. Donc, je passe de 12 à 8, de 8 à 4, 2, 1, 1,5 pour faire un peu un palier intermédiaire, et puis ensuite, on arrête à 0. Quand on fait ça, vous voyez ça sur la courbe rouge en haut à droite de l'écran, on a cette courbe donc en pointillé, et en fait, la conséquence sur les récepteurs dopaminergiques est une courbe qui va être au début très légèrement incurvée et qui va ensuite très très vite descendre, donc à l'inverse de la courbe hyperbole que vous aviez sur la gauche, et qui montre que de cette façon-là, eh bien, on peut amener très rapidement des psychoses d'hypersensibilité simplement parce qu'on fait des paliers trop rapides. Donc le schéma qui est préconisé est plutôt le schéma que je vous montre en bas à droite du graphe, qui montre une courbe en rouge, donc qui est une décroissance des doses qui peut être un peu plus rapide au début, mais qui peut être ensuite très 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 progressive, et qui a comme impact sur les récepteurs dopaminergiques une décroissance beaucoup plus linéaire. C'est la courbe en noir que vous voyez qui est parfaitement droite et qui donc permet de faire descendre la dose de façon beaucoup plus sécure. Ça, c'est pour vous montrer aussi que la prise de risque dans l'étude qu'on nous propose est quand même très faible par rapport à ce qui s'est fait aussi dans d'autres études internationales. La courbe en bleu, c'est la stratégie de déprescription que nous allons proposer, donc qui est peut-être un peu rapide au début, mais qui s'arrête à une dose qui est une dose de sécurité encore, qu'on appelle la dose minimale efficace, ici pour la risperidone par exemple autour de 2 mg, et qui ensuite va étirer la décroissance de façon très 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 longue, puisque vous avez compris que les dernières doses sont peut-être les doses les plus difficiles à arrêter, puisque même des faibles doses peuvent avoir un impact en termes de décroissance sur les récepteurs dopaminergiques important. Et donc, vous voyez que les autres études internationales qui ont été menées utilisaient des paliers plus rapides. L'étude Radar, par exemple, allait beaucoup plus vite, puisqu'en à peu près 1 an, les patients étaient sevrés. Alors, il y a une grande variation quand même en fonction des patients. La seule qui est très, très lente, c'est l'étude taïwanaise de Garmed, mais pour laquelle, vous voyez, les paliers sont faits tous les 6 mois, et des études qui vont prendre vraiment de très, très longues années avant de pouvoir envisager éventuellement un arrêt des médicaments. Alors, voilà le protocole de l'étude RIMSFEN. En fait, les patients intéressés
Donc, cette étude, elle va se mener sur 15 centres en France et les patients qui vont entrer dans cette étude on va analyser quel est leur profil clinique. Est-ce que c'est plutôt psychocycloïde ou plutôt pas psychocycloïde? Et ensuite, elles seront randomisées soit dans un bras dans lequel on maintiendra le traitement à la même dose, soit un bras dans lequel on réduira le traitement à la dose minimale efficace. Puis ensuite, on essaiera d'aller aussi loin qu'on peut. Bien sûr, s'il y a des symptômes qui reviennent, eh bien, on va arrêter le protocole de réduction et on pourra revenir en arrière. Le but, c'est absolument pas de proposer un schéma rigide, c'est d'accompagner les patients au plus loin de ce qui est possible. Et le suivi sera mené sur 2 ans. Alors, voilà, la question, c'est est-ce qu'on vend du rêve? Est-ce qu'on donne de faux espoirs avec cette étude? J'espère vous avoir convaincu que c'est une approche qui est sur mesure, qui ne se veut absolument pas fanatique de la déprescription, c'est du sur mesure. On essaie de prendre en compte la demande du patient s'il le souhaite. On s'arrête dès qu'il y a des problèmes, on revient en arrière et on essaie d'aller avec le plus de sécurité possible, aussi loin qu'il est possible, dans la mesure où c'est le souhait du patient. Et donc, pour résumer, il me semble que non, ce n'est pas une vendre du rêve, c'est, il me semble, une réponse qui est assez pragmatique à une demande qui est récurrente de nos patients, qui essaie de prendre en compte certaines exigences de notre époque, notamment la prise en compte du souhait des patients, qui est adaptée aussi aux nouvelles connaissances que l'on a sur la psychopharmacologie et sur les recommandations concernant la prescription des traitements, et qui me semble aussi adaptée à la diversité des patients. Et donc, je répète, il y a aussi beaucoup de patients pour lesquels je ne préconise pas ce type d'approche. Et donc, ce n'est pas du tout une philosophie qui s'applique à tout type de patients, loin de là. Et donc, j'en ai fini pour ma présentation. Je pense qu'il y aura plusieurs questions et je suis ravi par avance d'y répondre. Et je tiens à remercier tous mes collègues qui ont participé à ces réflexions. Il me semble effectivement, je vous disais, il y a une perspective un peu philosophique à cette démarche-là. Je pense qu'à l'ère de la décroissance dont on parle beaucoup pour des raisons plus environnementales et sociétales, je pense qu'il est intéressant aussi de reposer la question de la sobriété médicamenteuse, c'est-à-dire effectivement se contenter de prescriptions minimales, efficaces bien sûr, avec des médicaments qui ont une place importante dans l'accompagnement de nos patients, mais en essayant d'aller au plus loin de la balance bénéfice-risque et de la tolérance pour les patients. Voilà, merci de votre attention et je suis à disposition pour vos questions. Docteur, merci beaucoup pour toute votre présentation. Je dois vous dire que je trouve que vous nous avez quand même bien rassuré par rapport à certaines remarques qui avaient accompagner la présentation que nous avions faite de votre conférence, où certains se disaient, mais on nous a toujours dit qu'il fallait absolument maintenir les traitements antipsychotiques. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de changer radicalement d'idée. Donc, on a bien compris au travers de votre présentation que c'était absolument pas le cas et que vous restiez dans la même lignée que ce que nous avons toujours appris, mais qu'il y a quand même des espoirs, peut-être, pour un certain nombre de personnes, selon les types de schizophrénie. Alors, vous avez répondu déjà, on avait des questions sur ce que c'est que l'étude de Dreamspen. Là, je pense que c'est clair et que les réponses ont été apportées. Enfin, moi, je ne vois pas encore trop de questions supplémentaires sur ce sujet-là. Je pense que c'est bon. Vous avez dit, par contre, que les personnes qui avaient le plus de chances d'être traitées, enfin, ceux pour lesquels ceux que vous vouliez le plus accompagner, enfin pas que vous vouliez, mais que vous pensiez les plus faciles à accompagner, c'était ceux qui souffrent de psychose cycloïde. Alors, je ne sais pas exactement, nous on parle souvent de psychose schizo-affectif, etc. Est-ce que c'est inclus? Est-ce que c'est pas inclus? Est-ce que ceux qui prennent encore du shit ou du cannabis, etc., peuvent aussi bénéficier? J'ai compris que vous préfériez que ceux qui souffrent encore de symptômes positifs ne participent pas à ces études-là, mais voilà, est-ce que ça fait partie? C'est plusieurs questions que je vous résume là. Oui, merci beaucoup. Alors, le terme de schizophrénie, trouble schizoaffectif, ça c'est la classification type DSM ou SIM que beaucoup connaissent. Les psychocycloïdes, c'est un autre référentiel. Donc, c'est plus le référentiel de l'école WKL, en sachant que d'autres équipes ont trouvé le concept intéressant et ont aussi publié sur ces travaux-là en adaptant un petit peu le concept. Donc, le terme de psychocycloïde est quand même connu de certains psychiatres. Par contre, la manifestation clinique de la psychocycloïde se rapproche, c'est vrai, plus d'une sorte de bouffée délirante aiguë, d'un épisode psychotique aigu et transitoire. Parfois, c'est des épisodes qui ne durent pas très longtemps. Et puis, quand ils atteignent les critères de durée, eh bien, ça peut être effectivement souvent sous la forme d'un trouble schizoaffectif, parfois aussi d'une schizophrénie. Mais c'est
plus généralement des troubles schizoaffectifs parce qu'il y a une symptomatologie très, très polymorphe. C'est des symptômes qui fluctuent beaucoup, qui ont beaucoup de symptômes thymiques également. Des patients qui peuvent avoir des symptômes psychotiques présents à certains moments, puis qui se calment, et puis qui, de nouveau, les symptômes réapparaissent. C'est donc une clinique qui bouge beaucoup. Donc voilà. On est en train de travailler à établir des critères, une aide pour établir des critères diagnostiques fiables pour la psychocycloïde, puisqu'il y a beaucoup d'ouvrages dessus, beaucoup de critères qui ont déjà été définis, mais qui ne sont pas forcément faciles d'utilisation pour des personnes qui ne sont pas familières de ce concept. Donc, on est en train de travailler à ça, et on a l'espoir justement que pour notre étude, on sera bien calé pour les mettre en place. D'accord. On a dit aussi au départ que nous n'allions pas parler des différents traitements parce que vous ne pouvez pas répondre aux questions qu'on se pose chacun peut-être pour nous. Par contre, je vois une question qui apparaît là et qui me paraît bizarre. Enfin, je ne me souviens pas que vous ayez dit qu'on allait exclure les patients qui étaient sous clozapine. On prend tout type de traitement. Vous pouvez travailler avec tout type de traitement ou pas? Alors, dans ma pratique à moi, j'accompagne aussi des patients qui sont traités par clozapine pour une réduction. Pour notre étude, pour l'étude DREAMsPHEN par contre, non. La raison en réalité est la même que ce que la question que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on a voulu inclure des patients sans symptômes positifs et non traités par clozapine simplement pour être dans des conditions pour mener cette étude qui sont les plus sécures. Parce que généralement, les patients qui sont sous clozapine sont quand même des patients qui ont été des patients résistants à un moment. Et donc, on se dit, c'est potentiellement pas forcément les patients qui ont, pour une étude nationale où on n'aura peut-être pas le temps de regarder très en détail toute l'histoire clinique, autant pas se compliquer la vie et commencer avec des patients pour lesquels on a, je dirais, un peu moins de critères de résistance. Mais dans ma pratique, j'accompagne aussi ce type de patients quand j'estime que c'est pertinent. Alors justement, vous, dans votre pratique, vous à Strasbourg, mais est-ce que vous savez si d'autres psychiatres suivent les mêmes protocoles que vous ou bien est-ce que c'est uniquement au travers de l'étude de DREAMsPHEN? Non, en fait, ce concept des prescriptions, je veux dire, c'est pas moi qui le porte, je m'y suis intéressé. Il y a d'autres collègues qui sont très sensibilisés aussi à la question. Au sein des centres experts schizophrénie, je dirais, plusieurs ont été sensibilisés aussi à cette question-là et pratiquent aussi déjà cette approche de minimisation des doses. Je pense que la stratégie d'aller en dessous des doses minimales efficaces est quelque chose qui est peut-être un peu plus tendancieux, mais je sais que beaucoup de collègues le font aussi. Alors, pas tous, mais certains collègues le font aussi, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en fait lorsqu'on démarre ce processus? Alors j'ai bien compris qu'a priori, en tout cas dans le cadre de l'étude DREAMsPHEN, c'est avec vous, enfin c'est avec vous ou avec les centres experts. Mais est-ce que ça veut dire que nos proches doivent être hospitalisés, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un accompagnement particulier de quel ordre? Non, en fait, cette étude, elle se fait en ambulatoire parce que vous l'avez compris, la réduction, elle se fait de façon très graduelle. Et donc, si on devait hospitaliser les gens pendant 2 ans pour les sevrer de médicaments, ça n'aurait pas d'intérêt, en fait. Et surtout, je ne pense pas que ce soit utile. Le principe est que plus on y va lentement, plus les signes avant-coureurs de rechute pourront être repérés facilement et de façon très modérée. Ça veut dire que ça pourrait être éventuellement des troubles du sommeil, une agitation, des choses qui se repèrent facilement, sur lesquelles on va pouvoir agir peut-être en faisant marche arrière, mais qui, je dirais, sont dans des conditions de sécurité qui sont tout à fait compatibles avec un suivi ambulatoire et avec des proches qui se portent garant. Je dirais juste, l'intérêt des proches qui se portent garant, c'est de pouvoir être une aide supplémentaire au repérage d'éventuels signes d'alerte, mais qu'on décrira bien dans un petit fascicule qu'on remettra aux patients qui participeront à l'étude et qui seront aussi accompagnés par des ateliers de psychoéducation qu'on mettra en place en ligne pour tous les patients participant à l'étude. D'accord. Vous avez dit à un moment qu'on pouvait effectivement revenir en arrière, enfin, oui, soit revenir en arrière. Certains se sont demandé si on n'aurait pas la possibilité d'introduire un médicament pour une durée ponctuelle. Là, vous êtes plutôt en train de nous dire réaugmenter de façon ponctuelle la dose. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, il y a plusieurs stratégies, effectivement. Je n'ai pas présenté la diapo dessus, mais il y a plusieurs stratégies. Pour des troubles du sommeil, par exemple, la préconisation sera plutôt de prendre un traitement hypnotique, donc non antipsychotique, pour éviter de repartir en arrière. Et si ça suffit, à ce moment-là, on n'a pas besoin de revenir à une modification de la dose. Si des symptômes plus psychotiques apparaissent, là, il y a 2 stratégies. Soit on remonte au dernier palier précédent,
soit on fait une dose un peu plus forte d'antipsychotiques sur une durée courte et on revient assez rapidement au palier précédent. Mais ça sera en fonction des souhaits du patient. Si le patient souhaite absolument continuer sa réduction au palier où il était préalablement, eh bien, on fera ce retour assez rapide à la dose antérieure. Soit le patient se dit non, là, moi, ce que j'ai vécu, ça ne me convient pas. Et à ce moment-là, on remonte à des doses un peu au-dessus. Et s'il souhaite continuer, on y va de façon beaucoup plus progressive encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera… Il y a un protocole un peu rigide qui est le protocole de l'étude, mais à l'intérieur, on privilégie la sécurité du patient et son souhait, et on peut s'adapter pour des schémas plus lents. D'accord. Je vous propose qu'on jette un œil sur, sur les questions qui s'accumulent, parce que, en tout cas, celles auxquelles on pourra répondre. Pouvez-vous nous indiquer les centres d'inclusion sur l'Île-de-France? Peut-être qu'on pourra les mettre sur le… on donnera le lien, c'est ça? Oui, en fait, j'avais fait une diapo et je vois que j'ai oublié de la mettre dans mon PowerPoint. Je suis désolée. Donc, on la mettra sur le site de Promesse pour répondre à tous. Ok, très bien. Hein? Pourriez-vous revenir sur le sens? Alors, vous les voyez comme moi, hein, mais peut-être que certaines, on peut y répondre. Alors effectivement, donc le sens, la distinction entre une psychocycloïde et les autres formes de schizophrénie, c'est que la caractéristique des psychocycloïdes sont des formes qui sont caractérisées généralement par un début brutal des symptômes, par une symptomatologie très floride. D'ailleurs, les symptômes en phase aiguë ne sont pas très différents dans une psychose aiguë avec de psychocycloïdes par rapport aux autres. Par contre, la différence, c'est que ça commence généralement très brutalement, ça répond relativement bien au traitement et très vite, et surtout, les symptômes disparaissent complètement en dehors des épisodes, avec un patient qui critique complètement l'épisode, qui dit « mais oui, je me rends bien compte, je n'étais pas dans mon état normal, qu'est-ce qui a pu m'arriver pour que j'ai ce type de perception, pour que j'ai ce type de croyance ?» Et donc, a une claire conscience du caractère pathologique de ces troubles. Et la caractéristique, c'est que souvent, certains patients peuvent avoir cette critique-là après un premier épisode, même quand ils n'ont pas une psychocycloïde. Donc, on se dit, est-ce que c'est vraiment un bon critère? La caractéristique des psychocycloïdes, c'est que même quand elles répètent les épisodes plusieurs fois, donc au bout de 3 ou 4 ou 5 épisodes, la critique est toujours complète. C'est ça qui fait un peu leur marque de fabrique. Et donc, c'est ça qui nous fait dire aussi que ce n'est pas parce qu'un patient a eu plusieurs épisodes qu'on doit se priver de cette stratégie de réduction s'il le souhaite, et qu'on peut tenter cette réduction. Là aussi, quand on propose cette stratégie, tout ça ne sort pas du chapeau, en fait. C'est les personnes qui sont formées à l'approche WKL et qui travaillent avec des patients avec une psychocycloïde, eux-mêmes, dans leur pratique, ont comme recommandation de première ligne, on a fait un travail de recommandation justement sur ces approches, eux recommandent d'arrêter dans tous les cas de psychocycloïde quand le patient est demandeur. Donc, ça veut dire que cette stratégie-là n'est même pas une option, c'est même quelque chose qui est plutôt une règle, parce que c'est des patients qui aussi supportent moins bien les traitements antipsychotiques que les autres, avec un effet de sédation, un effet neurologique qui est plus marqué chez eux que chez les autres patients. Donc, il y a plusieurs arguments en fait, qui nous conduisent à mener cette étude et qui ont constitué un peu le rationnel, si vous voulez, de cette étude. C'est partagé avec les CMP, les médecins des CMP suivent aussi ces recommandations-là, ou obligatoirement, chacun fait comme il veut, en fait, c'est ça? En tout cas, dans mon expérience, plusieurs patients m'ont contacté via justement cet intérêt ou via la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je me mets en lien avec le psychiatre du CMP, où je demande qu'au minimum, il soit d'accord avec la démarche. Ensuite, je fais des préconisations et je mets à disposition pour échanger directement avec lui. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait. Mais j'ai bien conscience aussi que cette stratégie-là est quand même les travaux de Mark Horowitz datent d'il y a 2 ans. Pour moi, c'était un peu une découverte, je l'avoue. Et donc, j'ai conscience aussi que ce n'est pas forcément quelque chose qui est complètement répandu et dans les routines des psychiatres aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de faire un peu évoluer ces pratiques. D'ailleurs, il y a un article qui sera publié au mois d'avril qui est à destination des psychiatres et qui essaie d'aborder certains freins ou certains biais cognitifs qu'on peut avoir en tant que psychiatre sur la question de la déprescription. Et donc, il participera un peu de cet effort de pédagogie. D'accord. Oui, effectivement, ça faisait partie de l'ensemble d'un groupe de questions aussi qu'on avait, qu'on avait reçu, c'est comment est-ce que vous communiquez à la fois au niveau international, mais aussi à l'égard des CMP, des psychiatres en ville, en fait, des étudiants en médecine, enfin voilà.
Comment est-ce que tout ça se passe? Voilà, c'est en train de commencer. L'étude de DreamSven, elle a obtenu son financement l'année dernière. Donc, les premières communications sur les réseaux ont commencé à l'automne dernier. Je ne suis pas un grand amateur des réseaux sociaux. Donc, voilà, tout ça est en cours de constitution. Et la communication dans les congrès, congrès français de psychiatrie, on a commencé à en parler. Donc voilà, je pense que les choses vont diffuser petit à petit comme ça. Les collègues des centres experts le relaient également. Donc voilà, petit à petit, je pense qu'on va pouvoir arriver à reconsidérer cette question. Après, encore une fois, chaque situation est unique. Il y a beaucoup de cas dans lesquels la déprescription ne paraît pas une bonne idée et ne paraît pas envisageable. Donc, je pense que la cible première, c'est les patients qui sont vraiment bien stabilisés, qui ont plus de symptômes positifs. Je pense que ceux-là, c'est vraiment ceux chez qui on peut commencer à s'interroger de façon assez raisonnable, dans la mesure où les antécédents aussi de rechute n'ont pas été trop bruyants, avec trop de violence ou des choses comme ça. Une question concrète, pourquoi est-il demandé que les personnes incluses à l'étude aient un proche identifié et quel est son rôle? Je pense que la question est une question assez pragmatique, en fait. C'est que je l'évoquais tout à l'heure, c'est que le repérage des symptômes de rechute, donc l'irritabilité, les troubles du sommeil, etc., peuvent être repérés parfois par la personne elle-même, mais parfois peuvent être repérés avec un petit temps de décalage. Et donc, l'intérêt du proche, c'est qu'il peut être là pour être en complément d'appui à ce repérage et surtout garantir un maximum de sécurité. Donc, c'est une démarche globale en réalité. Enfin, voilà, c'est une démarche accompagnée, quoi. C'est une démarche accompagnée. Qui, je dirais, peut s'apparenter un peu à la démarche un peu des directives anticipées où on implique également d'autres personnes autour dans cette stratégie conjointe de qu'est-ce qui se passe si on devait être exposé à des éléments de risque. Ce n'est pas formalisé de la même façon, mais ça rejoint un peu cette philosophie. Donc, il y a eu des questions aussi, quel traitement est candidat pour la déprescription? Je dirais tous les antipsychotiques, il n'y a pas de limite sur la molécule, que ce soit l'Abilify, la clozapine, enfin peu importe. Par contre, les schémas de déprescription sont propres à chaque molécule, donc là, sont vraiment de l'approche individualisée. On parle de... Vous êtes en train de lire les questions là. Est-ce qu'on dit qu'il y a plusieurs schizophrénies? Oui, d'ailleurs, c'est... Alors, si vous voulez, c'est un peu la campagne de communication sur la schizophrénie cette année a l'air d'être très ciblée sur la question qu'il n'y a pas une schizophrénie, mais il y en a plusieurs. Et plusieurs de mes collègues répondent à des interviews sur la question. Et je dirais chacun un petit peu, selon son orientation, selon sa pratique, des façons différentes de répondre à la question de la diversité des schizophrénies. Certains vont vous dire qu'il y a des schizophrénies qui ont une base organique et donc il faut les repérer parce que le traitement est différent. D'autres vont vous dire les schizophrénies elles sont très différentes en fonction du stade d'évolution de la maladie. Et je dirais tout ça repose sur des travaux avec des niveaux de validité très différents. L'approche WKL que je vous évoque ici, c'est vrai qu'elle est une approche plus ancienne, plus clinique, avec un niveau de validation qui est peut-être moindre et surtout une connaissance des psychiatres qui est très faible. Et donc, elle peut paraître un peu exotique. Certains disent, est-ce que c'est vraiment stabilisé? Est-ce que c'est vraiment validé scientifiquement? Il y a un certain nombre de travaux qui, je dirais, permettent de valider certains phénotypes. Valider l'ensemble de la classification, clairement, non. Il y a certains éléments, même cette classification, qui procèdent d'idées théoriques de l'auteur, mais qui n'ont pas été forcément validées par des travaux scientifiques. Donc voilà, c'est de la science qui est en train de se faire. Par contre, certaines entités nous semblent vraiment d'intérêt dans cette classification. Les psychocycloïdes, ça oui, pour les intérêts thérapeutiques et pronostiques que j'ai évoqués. Et puis il y a d'autres entités, par exemple la catatonie périodique qu'on étudie beaucoup à Strasbourg, notamment le docteur Jacques Fouché, avec qui je travaille de façon très étroite, qui a mené des travaux très pionniers sur ce phénotype en montrant des biomarqueurs en imagerie cérébrale qui conditionnent des stratégies thérapeutiques en RTMS différents, notamment pour les symptômes négatifs de cette maladie. Donc, tout ça tout ça n'est pas pour dire que l'approche WKL est validée, ça serait faux de vous dire ça, mais il y a certains phénotypes qui nous paraissent plus dignes d'intérêt scientifique et clinique. Oui, donc les courbes de sevrage pour l'aldol, pour l'Abilify, il en existe, pour chaque molécule, il en existe. Les ABAC vont être publiés très bientôt par mon collègue donc Mark Horowitz à Londres. Ça sera dans la prochaine édition du manuel
du manuel de prescription du Maudsley Hospital. Donc, c'est un des manuels de référence que tous les psychiatres connaissent et qui seront accessibles normalement à la rentrée prochaine. Pour l'instant, ces schémas sont encore un peu confidentiels, donc voilà, on ne peut pas les diffuser, mais vous trouverez déjà pas mal de travaux dans sa publication de 2021 sur la décroissance des antipsychotiques. C'est cet article-là qui m'avait attiré l'attention, qui avait attiré mon attention sur cette question. J'avoue qu'on a vu aussi pas mal de questions sur le fait d'aborder le sujet avec les psychiatres qui nous suivent au quotidien, et comment faire sans les vexer, sans les décrédibiliser, sans paraître leur donner de leçons en fait. Si vous les appelez, si vous êtes à l'origine de la communication avec eux, c'est vrai que ça nous aide énormément. Oui, et moi je suis vraiment à disposition pour. Ça m'est arrivé que des collègues me disent, écoutez, je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais je suis disponible pour qu'on en parle. Ils m'ont expliqué la situation, j'ai compris le contexte et effectivement, je partageais leur avis. Alors, certains patients demandaient quand même à avoir mon avis, donc voilà, je les reçois et je leur explique, voilà, au vu de leur histoire clinique, quels sont vraiment les avantages et les risques. Et dans un nombre assez important, j'aurais dit que c'était, à mon sens, risqué. Que ce n'était pas impossible, mais vraiment risqué, et donc que je pouvais comprendre que leur psychiatre ne soit pas forcément complètement d'accord pour les accompagner de cette façon. Après, pour d'autres, se sont dit, bon, pourquoi pas, je ne me prononce pas pour, et disent, OK, bah, si vous êtes d'accord pour accompagner cette décroissance, ça se fait. Et moi, j'accompagne souvent des patients donc, en double de leur psychiatre, avec une façon un peu plus espacée, mais pour vérifier aussi que ces préconisations ne sont pas associées à des prises de risque, et donc je m'implique dedans, enfin moi et mon équipe d'ailleurs, je ne suis pas seul dans cette histoire. Vous voyez les questions, là il y a un certain nombre de personnes qui veulent vous contacter directement. Oui, là, vous allez avoir du monde. Alors, je tiens juste à... C'est ce que j'ai fait la première fois quand j'ai vu votre vidéo. Voilà, et donc, pas de problème pour répondre à vos questions, donc ce sera moi ou mon équipe qui est bien sensibilisée à ces questions. Par contre, ce que je demande, c'est que rien ne se fait dans le dos des psychiatres qui suivent les patients. Et donc, si vous voulez me contacter directement pour un avis, pour gagner du temps, demandez d'abord l'avis du psychiatre, ou du moins une sorte d'accord de non-opposition du psychiatre. Et ensuite, on peut engager les étapes suivantes. Si vous me contactez directement sans que le psychiatre ait donné son accord, je ne pourrais pas répondre à ça pour des raisons déontologiques. Dans les centres experts, on fait comme ça aussi. Je pense que c'est une façon professionnelle d'agir avec nos collègues. Il y avait une question aussi sur la décroissance avec les injections. C'est vrai qu'on n'inclut pas les patients qui sont par traitement antipsychotique injectable, simplement en fait, pour des questions méthodologiques, parce qu'en fait, la première phase de décroissance devra suivre un schéma peut-être un peu plus rapide, qui est plus difficile à réaliser par des injections, en fait, puisque les injections durent 1 mois, et donc là, on fait des protocoles où on diminue la dose toutes les 2 semaines. Par contre, il est clair que la façon la plus sûre d'arrêter un médicament, c'est de le faire avec un traitement injectable. Et donc, ça peut paraître paradoxal, mais on est dans un contexte d'études, et donc on est un peu contraint par ces exigences-là. Donc voilà, on est obligé de se plier un peu à ça. Mais on peut tout à fait faire cette décroissance avec des injections, simplement en réduisant très progressivement la quantité de produits qu'on met dans les seringues. Et ça, c'est de l'expérience de nos collègues anglais, la méthode la plus sûre pour réussir une décroissance et pour éviter ces effets de sevrage. Donc, on peut tout à fait conseiller aussi des patients qui sont dans ce type de situation. Ok, là, je ne vois pas de nouvelles questions. Tu en as d'autres, toi, Valentine, qui t'arrivent ou pas ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions pratiques. Oui, comment après, on peut faire appel à vous, à qui s'adresser, en centre Pays de Loire, mais je pense sur toute la France. On a l'adresse mail. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'après ce CAFConf, vous nous donniez de façon très pratique quelle est la méthodologie pour vous contacter. Et puis, on mettra toutes les adresses on l'enverra aux personnes qui se sont inscrites et on pourra accompagner ça. Oui, alors je vous mets les deux adresses, l'adresse de l'étude et puis la mienne. Et puis, comme ça, vous aurez ces références. Donc, voilà, donc étude dreamsfen@chustrasbourg.fr.
Et puis, on le rappellera sur... parce qu'on a tous envie de... Là, on va être à vos portes. Hein. Oui, mais encore une fois, je pense que pour les collègues qui ne seraient pas sensibilisés à la question, et moi je comprends, hein, je pense que si un patient m'aurait posé la question il y a quelques années, j'aurais été un petit peu frileux quand même. Donc, je pense qu'une façon peut-être de procéder, c'est éventuellement de renvoyer vers cette vidéo qui est en ligne, qui donne quelques éléments déjà. Et puis, quand l'article sera sorti en avril, là aussi, ça pourrait être éventuellement un support de communication. Et bien sûr, je reste à disposition. Il va sortir sur quelle revue? Pardon, excuse-moi. C'est ça, il va sortir sur quelle revue, c'est ça? C'était la même question. Donc, le titre, c'est, je sais plus, c'est réduire ou arrêter les antipsychotiques, une pure folie, pour l'interrogation. Mais sur quelle revue? Et donc, c'est l'information psychiatrique. Information. Ça sortira en avril. C'est une revue qu'on peut mettre, on peut reprendre l'article et le diffuser ou... Je pense qu'il faudra voir directement avec les éditeurs, mais oui. Donc, vous avez une question, comment aborder la question avec son proche? Question compliquée. Moi, j'ai compris qu'on ne le faisait pas s'il n'était pas d'accord, en fait. C'est lui qui est à la demande. C'est ça, mais je pense que la question qui est derrière, c'est... Et je pense qu'il y a certains parents qui se disent, bon, mon proche est assez peu actif, il dort beaucoup, est-ce que ça peut être lié à son traitement? Est-ce qu'il faut que j'aborde cette question-là? Je pense que déjà, pour des personnes qui sont insuffisamment stabilisées par le traitement, je pense que ce n'est pas une très bonne idée de commencer à évoquer le sujet, voilà, notamment si les hallucinations ou si les idées délirantes sont encore trop envahissantes. Si les symptômes négatifs sont importants, je pense que peut-être ça vaut le coup de poser la question au psychiatre d'abord, avant d'en parler directement aux proches, pour voilà, vérifier qu'on ne s'aventure pas dans une situation qui peut être réveiller un peu des envies ou des velléités d'arrêt. Et en particulier, le plus dur, c'est l'arrêt brutal, si le patient était bien stabilisé malgré tout avec son traitement. Pour participer à l'étude Dreamsfen, donc on va se manifester auprès du centre expert et jusqu'à quelle date? Enfin, j'imagine. Hein, Oui, alors pour participer, donc l'étude, je pense qu'elle raisonnablement, vu les quelques lenteurs à la mise en route, ça ne devrait pas débuter avant octobre. Septembre prochain. Voilà. Donc c'est septembre. Donc là, je pense que dans cette phase-là, ce qui sera intéressant, c'est que les personnes intéressées se manifestent, on retient leur nom et on vérifiera deux choses. Soit elles sont proches d'un centre qui pourra inclure dans cette étude et auquel cas on les renverra vers ce centre, soit ce n'est pas le cas et auquel cas on pourra discuter d'un accompagnement plus clinique en dehors de l'étude. La question éthique qui est posée quand même, hein, c'est que les personnes qui sont intéressées par l'étude, souvent sont intéressées par l'étude pour tenter la déprescription. Or, on est dans une étude randomisée. Donc, ça veut dire qu'en acceptant de participer à l'étude, on accepte de potentiellement être dans le bras qui préconisera plutôt un maintien du traitement. Et donc ça, c'est vraiment le sujet. Participer à une étude, ça permet de faire avancer la recherche. Mais ça peut être parfois au détriment du souhait qu'on pouvait avoir d'avoir cette déprescription. Il faut dire aussi qu'à l'inverse, certains patients et c'est les équipes qui s'intéressent à la déprescription dans le monde ont rencontré ce cas de figure que j'évoquais. Des patients s'inscrivent à cette étude et se disent au final, non, je préfère garder mon traitement comme il est, alors même qu'ils sont dans le bras décroissance. Et donc, ça induit une forme de biais en fait, dans les études où ceux qui sont dans les deux bras sont des personnes qui sont plutôt motivées pour cette stratégie-là. Et donc, ça biaise un peu la randomisation dont on a besoin pour mener une étude de façon dans les standards, je dirais, scientifiques. Mais bon, ça, c'est des considérations plus scientifiques et méthodologiques, mais pour les personnes intéressées, vous pourrez quand même vous inscrire pour voir comment contribuer à cette démarche de réflexion.
Bien, mais écoutez, je pense qu'on arrive, enfin, on pourrait en discuter encore très longtemps parce que c'est un sujet passionnant et innovant. Donc, on voit bien d'après toutes les questions que chacun a envie de vous en poser plus, mais bon, il faut qu'on s'arrête à un moment ou à un autre. Nous verrons toutes les questions pratiques qui ont été posées, on y répondra dans un second temps, grâce à vous, hein, vous nous direz. Merci beaucoup parce que vous avez donné vos coordonnées, vous avez expliqué de façon très claire ce sujet qui est un sujet vraiment très fort quand on a quelqu'un, un proche touché par la schizophrénie. Et puis, on vous souhaite vraiment, on est très heureux de voir qu'il y a des jeunes psychiatres qui vont de l'avant et qui proposent des nouvelles solutions. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Et donc, on est derrière vous. En tout cas, promesse, on va suivre vos travaux et promouvoir votre étude. Et on espère que ça va faire progresser considérablement le traitement de nos jeunes. Et moi jeune aussi, mais voilà. Merci beaucoup, professeur Merci. Bernat. Merci à tous Merci ceux à qui vous, nous ont merci à tous les suivis. participants. Oui. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt. Et ce CAFConf sera rediffusé en replay sur le site de Promesse. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci Au revoir. bien. Bonne soirée. Au revoir.